Les podcasts du Figaro. Moi, je ne suis pas un optimiste, je fais des efforts pour être moins pessimiste et ça marche. Le fait d'avoir des enfants m'a fait me dire « maintenant, tu n'as plus le droit d'être médiocre, d'être incohérent ». Notre époque dévalorise un peu les efforts et survalorise le talent, les dons. Voilà. Puis les parents d'enfants surdoués ne comprennent pas que leurs enfants n'aient pas 18 ou 20 tout le temps, donc ils sont mécontents contre les enseignants, contre l'école. Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Dans ce podcast, nous recevons chaque semaine une personnalité qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, nous allons parler bonheur, estime de soi et souffrance psychique. Celui que j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui est psychiatre. Il a consacré sa vie à aider les autres, à répondre à une question que chacun d'entre nous se pose très souvent, comment être heureux? J'ai le grand plaisir de recevoir Christophe André. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, vous êtes très connu, mais je vais dresser votre petit portrait en quelques secondes. Vous avez découvert Freud au lycée et décidé de devenir psychiatre. Vous avez passé une grande partie de votre carrière à l'hôpital Sainte-Anne, reçu des milliers de patients et popularisé la pratique de la méditation, non seulement dans le parcours de soins à l'hôpital, mais aussi dans la vie de centaines de milliers de Français. Vous avez également écrit des dizaines d'ouvrages qui accompagnent beaucoup de gens, dont le dernier, S'estimer et s'oublier chez Odile Jacob. Alors on va rembobiner au départ, Christophe. Est-ce que vous pouvez nous parler du tout début de votre enfance? Est-ce que vous avez eu ce qu'on appelle une enfance heureuse? Non, je crois que c'était pas une enfance heureuse, c'était une enfance tranquille. Mes parents n'étaient pas très doués pour le bonheur, on avait des soucis matériels, il y a eu des problèmes de pauvreté au début. J'ai eu une enfance tranquille, j'étais un petit garçon solitaire, je voulais pas faire d'ennui à mes parents, je comprenais qu'ils en avaient suffisamment comme ça, donc je travaillais bien pour qu'ils soient contents et surtout pour que les adultes ne me cassent pas les pieds. On casse moins les pieds aux bons élèves qu'aux mauvais. Puis en terminale, j'ai découvert Freud en classe de philo et ça m'a bouleversé. J'ai découvert la psychologie puisque dans ma famille, personne n'était ni médecin, ni psychologue, ni quoi que ce soit. Et donc, on n'en parlait jamais. J'ai vraiment trouvé que c'était un univers formidable, passionnant. Freud est un très bon auteur, un très bon écrivain. Il présente très très bien ses idées, même si beaucoup de ses idées se sont avérées non pertinentes par la suite. Mais en tout cas, c'était un visionnaire, quelqu'un qui avait une vision de l'être humain, du fonctionnement de la psychologie, qui, même si elle est en partie erronée, est passionnante. Et voilà, je suis parti sur sa piste. Et puis, vous le racontez parfois, un drame a marqué votre parcours de jeune adulte. Un de vos amis très proches est décédé dans un accident de moto. Comment vit-on et se reconstruit-on après un tel deuil? C'est vrai que c'était mon premier deuil de proche. Alors évidemment, il y a des choses pires. On peut perdre un enfant, c'est beaucoup plus violent que perdre son meilleur ami. Mais quand même, c'était un peu comme, je crois, la perte d'un conjoint. On n'était pas mariés, on n'était pas en couple, mais on était des amis extrêmement proches, des amis intimes. Sa mort m'a d'abord rendu très malheureux, évidemment, comme tous les deuils, mais surtout m'a fait perdre le goût de la vie. Je ne voyais plus très bien, finalement, à quoi servaient tous les efforts pour se lever le matin, etc. J'étais déprimé. Et j'ai eu envie de partir de Toulouse. Cette ville me rappelait son deuil, tous les coins de rue où on avait eu des aventures, tous les endroits où nous étions allés, tous les gens que nous avions connus ensemble. Et donc, j'ai pris la fuite, en quelque sorte. Ça a été facilité par le fait que j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse et qui était une Parisienne. Donc, j'ai fui un petit peu ce lieu où mon ami était mort et où je ne voulais plus rester. Comment est-ce qu'on se reconstruit après ce deuil? Comment est-ce que vous avez repris le goût de vivre? Par étapes, comme tous les endeuillés. D'abord en me remettant à travailler. C'est vrai que le travail, surtout le travail médical, qui est un travail où on donne beaucoup de soi, qui nous absorbe énormément. Et
est un bon moyen de ne pas rester focalisé sur le manque, la souffrance. Donc en travaillant énormément, et puis en laissant faire la vie, en laissant revenir peu à peu la capacité au bonheur, à me réjouir. Ça prend des mois évidemment, pour certains des années. C'est travailler et vivre au fond qui a été dans mon cas, comme ça l'est dans le cas de beaucoup de personnes, le moyen de ne pas rester bloqué dans mon deuil. Le deuil, c'est toujours une étape à peu près inévitable, la souffrance du deuil. On met un certain temps à traverser cette période, mais on entre dans la pathologie seulement dans le cadre de ce qu'on appelle des deuils bloqués, quand toujours on ressent le manque, la détresse, 6 mois, 1 an, 2 ans après, qu'on ne se permet pas de revivre. Là, on est dans un processus pathologique. Ça n'a pas été mon cas. Vous le disiez, vous avez rencontré votre épouse à cette époque-là et vous avez eu des enfants, des filles. Que vous ont appris dans votre parcours de vie vos filles et la paternité ? Alors au début, ça ne s'est pas présenté sous forme d'un apprentissage, mais sous forme d'une responsabilité. Le fait d'avoir des enfants m'a fait me dire, maintenant, tu n'as plus le droit d'être médiocre, d'être incohérent. Tes enfants, tu les éduques autant, sinon plus, par ton exemple que par tes beaux discours, par tes exhortations à bien se comporter. Et donc, montre-leur l'exemple, c'est-à-dire ne t'énerve pas pour des bêtises, ne fais pas la gueule, sois cohérent, ne mens jamais. Ce n'est pas un programme très compliqué, sauf que quand vous décidez de l'appliquer vraiment et tout le temps, parce que les enfants sont là, ils vous regardent. Et donc ça, mes filles m'ont beaucoup apporté parce qu'elles m'ont poussé à aller vers la meilleure version de moi-même, vers le fait de faire encore plus d'efforts que je n'en faisais auparavant dans ma vie privée, dans mon intimité. Donc sur ce plan-là, elles m'ont énormément aidé à progresser. Après, ce qu'elles m'ont appris, chacune m'a appris différentes choses. Par exemple, une d'entre elles qui est toujours une optimiste, mais je dis était parce que toute petite, elle était déjà immensément optimiste, joyeuse, confiante. Au début, ça me faisait de la peine. Je me disais, la pauvre, la vie va la décevoir, la vie va la blesser, elle est trop optimiste, elle fait trop confiance, etc. Et puis peu à peu, en vivant à ses côtés, en la voyant grandir, devenir une jeune femme, continuer de rester optimiste et finalement en retirer plus de bénéfices que de souffrances, je me suis dit, c'est elle qui a raison et c'est toi qui as tort. Finalement, le bilan global de la confiance, de l'optimisme est globalement positif. Parce que vous n'êtes pas un optimiste. Ah non. Non, moi je ne suis pas un optimiste. Je fais des efforts pour être moins pessimiste et ça marche. Je me raisonne, je me surveille, je me réprimande, mais mon tempérament, c'est le philosophe Alain qui disait le pessimisme est d'humeur, c'est-à-dire de tempérament, et l'optimisme de volonté. Et cette maxime est très juste dans mon cas. Je suis capable de freiner mon pessimisme, de faire l'effort d'être optimiste. Mais pendant longtemps, j'y ai cru qu'à moitié. Là, ça va un peu mieux. Qu'est-ce que vous faites de plus pour freiner ce pessimisme ? De manière générale, en psychologie, la plupart des gens savent ce qu'il faut faire de leurs pensées négatives, savent qu'il faudrait avoir des visions plus positives et toutes ces choses-là, bien sûr. La plupart d'entre nous, on sait bien, quoi. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. C'est-à-dire, on se dit, voilà, stresse moins, soit plus ceci, soit moins cela, et oui, ok, mais ça ne marche pas pour 2 raisons. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a 2 principales que j'ai comprises en pratiquant mon métier, en aidant les patients. C'est d'une part que les traits psychologiques n'obéissent pas à des injonctions, mais à un entraînement. Par exemple, je sais que ça marche comme ça pour le corps, mais j'ai tendance à ne pas comprendre que ça marche comme ça pour l'esprit. La plupart d'entre nous, on sait très bien qu'on ne peut pas vouloir courir plus vite ou vouloir être plus souple. On sait qu'il va falloir s'entraîner pour que notre corps soit apte à courir plus vite ou plus longtemps ou à être plus souple. Faire du yoga, des footings, des choses comme ça. Mais par contre, on fait l'erreur de croire que la volonté peut nous aider à changer psychologiquement. On se dit toujours, bon, allez, j'ai compris, il faut que je sois moins stressé, que je profite davantage de la vie, que je sois plus optimiste. Et on en reste là avec cette espèce d'horizon qu'on s'est fixé, de volonté qu'on essaie de s'imposer. Mais
C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche avec un entraînement. C'est la base de ce qu'on appelle la psychologie positive dans notre champ. C'est-à-dire, si je veux augmenter mes capacités au bonheur, il ne faut pas seulement le vouloir. Bien sûr qu'il va falloir que je le veuille à un moment donné, mais il faut par exemple que tous les soirs, en m'endormant, je repense au bon moment de la journée. Alors ça fait un peu nigo et simpliste comme exercice, se dire quand tu t'endors, ressonge à 3 moments de la journée qui ont été agréables, quels qu'aient pu être les mauvais moments. Il y a eu aussi des mauvais moments, mais endors-toi sur ces bons moments. L'air de rien, c'est un travail, c'est un entraînement. C'est-à-dire, je m'entraîne à extraire d'une journée ordinaire 3 bons moments. Et même si en le faisant le premier soir, je ne me sens pas plus heureux, le deuxième soir, le troisième soir, le quatrième soir, à force de le refaire, peu à peu, je vais mettre en place des sortes d'automatismes qui vont faire que je passerai moins à côté des moments qui ont été agréables dans la journée. Ça, c'est une première erreur que l'on commet. C'est tout bête, c'est ne pas assez travailler les basiques, les fondamentaux, les choses qui nous paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas. Elles ne sont évidentes qu'à regarder de loin, mais pas à pratiquer. Elles sont simples, mais pas faciles. L'autre erreur qu'on fait, c'est un péché d'orgueil, c'est qu'on a tendance à penser qu'on a raison. Les patients qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, leurs proches ont beau leur dire « Mais non, tu es beaucoup plus intelligent ou intelligente que tu ne crois, ce que tu as fait, c'était vraiment super, sincèrement. » Et bien on se dit « Non, mais ils n'ont rien compris. Moi, je sais que j'ai été nul. Ils disent ça pour me faire plaisir, ils disent ça parce qu'ils m'aiment bien, mais c'est moi qui ai raison et c'est eux qui ont tort. » Et ce petit biais comme ça d'arrogance, de surévaluation de son avis par rapport à ce qu'on nous donne, c'est aussi un obstacle. Mais vous voyez, il y en a 1001 obstacles. C'est toutes ces difficultés qu'on aborde dans ce qu'on appelle une psychothérapie. On met à plat un peu tous les freins qui nous empêchent d'aller mieux, d'être plus heureux, de moins nous angoisser, etc. C'est du boulot d'apprendre quoi que ce soit, c'est du boulot de se changer, c'est du boulot de changer le monde, c'est du boulot de faire passer ses idées. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que notre époque dévalorise un peu les efforts et survalorise le talent, les dons. Voilà, on parle d'enfants surdoués, et puis les parents d'enfants surdoués ne comprennent pas que leurs enfants n'aient pas 18 ou 20 tout le temps, donc ils sont mécontents contre les enseignants, contre l'école, mais c'est qu'il ne suffit pas d'être intelligent pour réussir, d'avoir des neurones qui marchent bien. Il faut travailler aussi, il faut travailler ses matières scolaires, il faut travailler sa relation aux autres, il faut travailler son humilité, son attention, sa persévérance. Et si je n'ai que l'intelligence, je n'irai pas bien loin. Et je crois que notre époque sous-évalue la force du travail, l'importance du travail, de l'effort. C'est ce que disent souvent les sportifs, beaucoup plus de transpiration que d'inspiration. En tout cas, la part, c'est 80% de transpiration, c'est-à-dire d'effort, et 20% d'inspiration, c'est-à-dire de talent. La méditation, c'est un peu cela aussi, du Pareil, travail. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, il y a des on pourrait passer des heures à parler de méditation, mais peut-être en quelques mots, comment vous la pratiquez? Comment vous recommandez de la pratiquer? La méditation, c'est une très vieille histoire. Ça fait des milliers d'années qu'on médite, dans le bouddhisme, dans le christianisme, etc. Donc ce qui a été récent, là, c'est à la fin du XXe siècle et puis au XXIe siècle, c'est qu'on a compris que pour que la méditation puisse être utilisée très largement, c'était mieux de la laïciser. Qu'on n'ait pas à faire référence à des exercices spirituels, religieux, qu'ils soient, une fois de plus, bouddhistes, chrétiens ou autres. Toutes les traditions religieuses ont leur forme de méditation. Donc on a mis au point des techniques laïques, des techniques qu'on pouvait évaluer scientifiquement, qu'on codifiait avec première séance, deuxième séance, etc. C'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Et c'est un outil formidable qui est très simple, très puissant. C'est celui qu'on a utilisé dans le service universitaire à Sainte-Anne, là où j'ai commencé à proposer ce type d'approche. Au début, tout le monde était un peu inquiet parce que la méditation, à l'époque, c'était quelque chose qui paraissait inexorablement lié au monde de la religion, voire au monde des sectes. Donc, il a fallu qu'on trace un peu notre chemin, mais à force de preuve, ça a marché. Puis c'était aussi un mouvement international. Moi, ceux qui m'ont formé à ces techniques, c'est des Américains, des Canadiens. Enfin voilà, il y avait tout un courant scientifique dans tous les pays occidentaux. Et en gros, c'est simple, ça consiste à s'arrêter d'agir, arrêter les actions, arrêter les distractions, se poser là,
et juste se rendre présent à cet instant de vie que nous sommes en train de traverser. Ressentir sa respiration, faire attention à l'état de son corps, regarder circuler ses pensées sans les suivre, écouter les bruits, sans aucune attente. Il n'y a rien à réussir, rien à obtenir, pas de résultat. On ne cherche pas à faire le vide dans sa tête. Il y a toujours des pensées, mais on les laisse filer. On ne cherche pas à être zen, on ne cherche pas à être cool. On cherche juste à comprendre ce que nous sommes en train de vivre à cet instant. À partir de cette espèce de petite brique, tout un tas d'autres exercices, évidemment, viennent se greffer. Et on s'aperçoit, étude après étude, maintenant il y a un nombre considérable d'études, que cette méditation de pleine conscience est un allié formidable pour les gens qui vont bien, même si on n'a pas de troubles de santé, de problèmes de santé, parce que ça nous aide à stabiliser notre attention, à stabiliser nos émotions, à mieux comprendre ce qui nous arrive. Et puis, c'est un outil très précieux aussi pour les personnes qui ont des difficultés de santé, même physique, puisqu'on a montré que la méditation avait un effet biologique, limiter l'inflammation, améliorer l'immunité, freiner le vieillissement cellulaire. Elle a tout un tas de bienfaits sur le plan de la biologie, comme beaucoup d'autres approches. Vous allez marcher en forêt, vous avez les mêmes bénéfices. Enfin, voilà, ça fait partie de ces démarches qui améliore notre santé, mais elle a aussi beaucoup de bénéfices, et c'est ce qu'on montrait dans le service où j'exerçais, sur l'anxiété, sur la prévention des rechutes dépressives, sur les addictions et bien d'autres souffrances. Et pour cela, il faut que ce soit régulier. La méditation, c'est exactement comme l'exercice physique ou le régime alimentaire, c'est tous les jours, ou à peu près. Voilà, si vous faites de l'exercice physique 3 fois par an, vous n'aurez pas les mêmes bénéfices que si vous en faites tous les jours. Si vous méditez 3 fois par an, ça ne sera pas la même chose que si vous méditez un peu chaque jour. Il y a une entrée dans votre livre S'estimer et s'oublier chez Odile Jacob qui est SDG. J'aime le sigle SDG, dites-vous, Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, dont Bach signait toutes ses œuvres. J'aime les paroles d'Ambroise Paré. Lorsqu'un de ses patients guérissait, je le pensais, Dieu le guérit. Quelle est la différence entre spiritualité et méditation? Quand on médite, quelle est la prière? Les chrétiens, à un moment, on faisait un peu la tête par rapport à la méditation, parce qu'ils avaient peur. C'était devenu beaucoup plus à la mode. Ouais, et puis parce qu'ils avaient peur que ça leur enlève leurs ouailles. Mais en réalité, il y a 2 choses. D'abord, je pense que pour bien prier, il faut avoir bien posé son esprit. On ne peut pas prier dans la dispersion, dans la distraction. Voilà, il faut avoir d'abord ramené son esprit ici et maintenant, être bien dans son corps, dans le lieu, etc. Et donc, méditer avant de prier me semble une très très bonne idée. Après, ça n'est pas la même chose. Quand je prie, je m'adresse à quelqu'un, à Dieu. Quand je médite, je ne m'adresse à personne. Quand je prie, j'utilise des paroles. Je fais des prières d'intercession, de louange, j'utilise des mots pour remercier, pour demander, pour me plaindre parfois, pour m'émerveiller. La méditation n'a pas besoin de mots. La méditation, c'est un état de présence qui, plus on l'approfondit, plus on passe au-delà des mots, dans un état de réceptivité qui se passe de la parole. Donc, vous voyez, il y a comme ça tout un tas de différences qui sont assez sensibles. Ça n'est pas la même chose. C'est vrai que toute forme de méditation, quand vous vous rendez présent à vous-même, présent au monde, dans le silence, dans les mots qui s'éloignent peu à peu, on peut considérer que c'est une forme d'exercice spirituel. La spiritualité étant cette connexion que nous tentons d'établir avec tout ce qui nous dépasse, tout ce qui est plus grand que nous, qui par certains aspects, est incompréhensible. Mais le chemin n'est pas le même, les présupposés ne sont pas les mêmes. Est-ce que la prière peut aider à aller mieux également? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Oui, il y a des études qui montrent que les personnes qui ont la foi, qui ont une foi modérée d'ailleurs, c'est-à-dire les personnes qui ont la foi ont en moyenne un état de santé un peu meilleur que les personnes qui ne l'ont pas, et en moyenne un état de santé un peu meilleur aussi que les personnes qui l'ont trop, qui sont fanatiques ou qui sont prisonnières d'une foi rigoriste, avec plus de contraintes que de joie finalement. Donc une dose médiane de foi, une dose raisonnable de foi, sans rigorisme et sans laxisme,
Les études montrent que c'est bénéfique et on sait à peu près pourquoi. On a montré à peu près pourquoi. D'abord parce que la foi, assez souvent, vous amène à appartenir à une communauté de gens qui partagent votre foi, donc c'est du soutien social, bon pour la santé. Ensuite, parce que la foi religieuse, assez souvent, est associée à un style de vie plutôt sain. Normalement, la foi ne devrait pas nous conduire à l'agressivité, aux excès, aux consommations de drogue, aux excès de vitesse, à la violence envers notre prochain. Bon, elle n'est pas toujours suffisante pour l'empêcher, mais en théorie, elle ne prêche pas ça. La foi, elle nous pousse aussi à prier, et même si la prière et la méditation, c'est pas pareil, quand même, lorsque je prie, je suis immobile, je suis centré, je lâche prise, je m'en remets à mon Dieu, et ça, c'est bénéfique, c'est apaisant, c'est pacifiant. On sait un peu pourquoi c'est bon pour la santé. Alors, il ne faut pas avoir la foi pour avoir une meilleure santé, c'est pas comme ça que ça marche. Mais parmi les 1001 facteurs qui nous font du bien, la foi en est un. On va passer à la deuxième partie de notre entretien d'aujourd'hui, qui sont vos conseils finalement, fruits de votre longue pratique de la psychiatrie, des rencontres de patients. Alors j'ai une question à quelques milliers d'euros. Quelle est, selon vous, la recette du bonheur ? Parmi les choses qui peuvent augmenter notre bonheur, moi je pense qu'il y a déjà la conscience, prendre conscience de ce qui va bien dans nos vies. Évidemment, certains humains vivent à des moments et à des endroits où le bonheur est compliqué, où la question qui se pose pour eux, c'est la survie. Si je vis dans un pays en guerre, dans une zone bombardée, etc., le bonheur ne m'intéresse pas, mais c'est plutôt rester vivant jusqu'à ce que le bonheur redevienne possible. Mais en tout cas, lorsqu'on vit dans des conditions normales, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous en France, eh bien, ce qui peut nous aider à être plus heureux, c'est prendre conscience de tout ce qui va bien dans nos vies. Ça ne veut pas dire espérer que, savourer un coin de ciel bleu ou savourer une conversation avec un ami ou un bon verre de vin va repousser le malheur, mais ça va m'aider à le traverser, ça va m'aider à l'affronter. C'est Paul Claudel, un écrivain, qui disait « Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie ». Le bonheur est le moyen de la vie, c'est-à-dire c'est grâce au bonheur que je peux affronter les adversités. Dans une vie humaine, il y a des bonnes choses, des moins bonnes. Ne pas passer à côté des bonnes, c'est-à-dire me rendre heureux de toutes les petites sources de bonheur du quotidien, m'aidera à affronter, à traverser les moins bonnes, voire les mauvaises. Ça, c'est le premier secret, la conscience. Le deuxième secret, c'est de faire attention à ce qu'on appelle l'habituation hédonique. C'est un mécanisme psychologique qui fait que quand une source de bonheur est présente tous les jours dans notre vie, eh bien, on finit par la négliger, elle perd de sa puissance. Le bonheur de vivre en démocratie, le bonheur de prendre une douche chaude chaque matin, le bonheur d'avoir un métier, le bonheur d'avoir des amis. Comme c'est là tous les jours, j'ai tendance à oublier. Et donc, sous ma douche, au lieu de penser au bonheur de disposer d'eau chaude à volonté, je pense aux soucis à cause de la grève de train, à cause de la réunion à mon boulot. Et donc, cette habituation hédonique, c'est la rouille du bonheur. Et c'est important de lutter contre elle. Alors, ne pas attendre que les choses me manquent ou me soient retirées pour m'en réjouir, ne pas attendre que les gens meurent pour m'apercevoir à quel point ils sont précieux pour moi et leur dire, mais faire cet effort de me rappeler régulièrement tout ce qui va bien dans ma vie. Donc voilà, vous voyez, c'est tout un tas de petites briques comme ça, le travail sur le bonheur. Peut-être le dernier conseil, c'est attention au perfectionnisme du bonheur. Tout bonheur est bon à prendre, il ne faut pas espérer le bonheur parfait, le bonheur total, le bonheur exemplaire, même des toutes petites choses, même une journée catastrophique, mais juste 5 minutes où tout à coup il y a un moment de grâce, un coin de ciel bleu, un sourire, une rigolade. Cet instant, c'est un instant de bonheur, même si ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après n'en sont pas. Et celui-là, je ne le rate pas, je m'en nourris. Le bonheur et toutes les leçons de bonheur, les exercices, ça ne concerne que les personnes qui ne sont pas malades. On ne va pas casser les pieds à une personne déprimée avec des exercices de psychologie positive ou à une personne qui a des attaques de panique. Il y a des états qui sont des états pathologiques où il faut être soigné par des médicaments, par des méthodes de psychothérapie. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est un peu vrai pour la méditation, d'ailleurs aussi méditation, psychologie positive, ce sont des outils pour renforcer nos équilibres, mais ce n'est pas des outils de traitement.
La dépression, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une maladie du cerveau. C'est-à-dire notre attention est très perturbée, notre mémoire est très perturbée, notre capacité à faire des efforts sur la durée est très perturbée, on a le cerveau grippé. Et donc, la méditation, c'est des efforts, c'est un apprentissage qui n'est pas si simple. Enfin, c'est simple, mais pas si facile que ça. Il faut tenir bon, faire les exercices, etc. Dans la dépression, c'est pas juste le spleen, quoi. C'est vraiment, on n'a plus le goût de la vie, on n'a plus l'élan vital, et il y a une douleur morale, ce qu'on appelle une douleur morale qui est déchirante, qui pousse parfois au suicide pour la fuir. Et dans l'anxiété, c'est pareil, c'est pas juste un peu d'inquiétude, c'est des crises d'angoisse, l'impression que l'avenir est bouché. Les gens qui ont des attaques de panique ont l'impression qu'ils vont mourir ou devenir fous, mais dans les 5 minutes, quoi, s'ils ne sortent pas de la pièce ou s'ils n'arrivent pas à prendre un médicament pour échapper à ça. Donc c'est l'intensité des symptômes. Après, il y a leur durée. C'est pas la même chose d'avoir un coup de cafard comme ça, ponctuellement, et puis de l'avoir tous les jours de la semaine, du mois, de l'année. Après, il y a les répercussions sur notre comportement. Est-ce que j'arrive quand même à faire face au quotidien ou est-ce que peu à peu je me replie, je m'isole? Donc vous voyez, on a tout un tas de critères quand on est médecin qui nous servent à décider si on déclenche la prescription de médicaments, la prise en charge. Et là aussi, les médicaments, moi je suis psychothérapeute, évidemment je préfère guérir les gens avec la psychologie, mais parfois quand les gens sont en train de se noyer, c'est pas le moment de leur apprendre à nager. Et donc, on leur donne des médicaments. Les médicaments, c'est la bouée de sauvetage pour qu'ils ne se noient pas. Et la psychothérapie, c'est après. On va leur apprendre les mouvements de brasse pour savoir nager. Mais ça, on ne fait pas ça au moment où ils sont en pleine dépression. Mais il ne faut pas faire l'un sans l'autre. Non, il ne faut pas faire de prescription orpheline. C'est-à-dire, quand je donne un médicament psychotrope à quelqu'un, anxiolytique, antidépresseur, j'ai une responsabilité de ne pas abandonner le patient seul avec sa pilule. Je dois l'accompagner, voir un peu ce qu'on va mettre en place ensuite pour compléter l'action du médicament, puis pour la remplacer. Ça, c'est mon boulot de médecin, c'est normal. Quelle est la meilleure chose à faire quand on est un peu déprimé, quand on ne va pas bien? Alors là, il faut s'appliquer un programme multidimensionnel, effectivement. Ce qu'on sait, c'est que l'exercice physique est très, très efficace. Et là aussi, il faut le faire assez régulièrement, mais ça marche assez bien. Une demi-heure, 3/4 d'heure de marche minimum par jour. Et puis, de temps en temps, forcer un peu l'intensité. Et on s'est aperçu que si 3-4 fois par semaine, vous poussiez un peu l'exercice par période jusqu'à être un peu essoufflé, par exemple, puis vous ralentissez, les périodes de haute intensité augmentent l'effet sur le moral, sur l'humeur, sur l'énergie vitale. Après, il y a le contact avec les autres, évidemment, socialiser, même si on n'en a pas trop envie, faire l'effort de rester en lien. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que le repli et l'isolement aggravent toujours. Et socialiser, se mettre en lien, améliore presque toujours, même si ce n'est pas forcément immédiat. Le contact avec la nature, et puis tout ce qui est, entre guillemets, distraction, ce que les anciens appelaient le divertissement. Travailler, lire, faire du bénévolat, c'est-à-dire s'occuper d'autre chose que de soi. Je ne veux pas dire qu'il faut se négliger ou se mépriser, mais se dire il y a un temps pour prendre soin de moi et un temps pour m'ouvrir au reste. J'en viens à la troisième partie de notre entretien d'aujourd'hui, qui est votre regard sur la société. Nous avons vécu tous collectivement la période du Covid. Beaucoup semblent dire qu'il y a eu un avant et un après Covid, que les maladies de dépression, notamment sur les jeunes, ont augmenté. Quel est votre avis, vos observations sur la question ? C'est vrai que la période du Covid a été toxique, a été défavorable pour les personnes fragiles. Les personnes âgées, les jeunes principalement. Les âgés parce qu'ils se sont trouvés plus isolés et les jeunes parce qu'ils se sont trouvés privés à un moment où c'était important pour eux, les 16, 20, 22 ans, ce moment où il faut qu'ils fassent des découvertes, qu'ils se socialisent, qu'ils découvrent un peu le monde, ils ont été privés de ces nourritures constructives pour eux. Donc ça, c'est deux catégories chez lesquelles, et là c'est pas juste un avis ou un jugement, chez lesquelles les chiffres montrent qu'il y a eu une augmentation des états dépressifs, des états anxieux, des états de désocialisation, de consommation de drogue pour les plus jeunes,
qu'il a été difficile pour eux de rattraper. Génération sacrifiée, en quelque sorte, même si on est d'accord, il vaut mieux être une génération sacrifiée à cause du Covid qu'à cause de la guerre de 14-18. Tout est relatif. J'ai tendance à dire que le Covid, au fond, n'aura pas été à l'échelle de notre histoire, pas été un phénomène si important que ça. On a tous pensé qu'il y aurait un avant et un après. En réalité, les choses ont repris, c'est ce qu'avait prédit d'ailleurs Michel Houellebecq, la même chose en pire. On prend encore plus l'avion, on pollue encore plus, il y a encore plus de guerres. Enfin, on en a retiré aucune sagesse, malheureusement. Les écrans, les addictions digitales, les réseaux sociaux, ça, je pense que c'est un phénomène qui pèsera sur notre société beaucoup plus lourdement que le Covid, par exemple. Je crois que ça, c'est un facteur très, très lourd, parce que c'est un facteur sans précédent. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les humains n'avaient été confrontés en aussi peu de temps à une révolution technologique aussi spectaculaire. Bien sûr, il y a eu l'invention de l'écriture, l'imprimerie, voilà, tout ça, c'est des moyens de véhiculer des sources de savoir ou de distraction qui ont révolutionné l'humanité, mais ça s'est fait sur des siècles, voire sur des millénaires, le temps que tout le monde sache lire, que les livres soient accessibles à tout le monde, etc. Là, les écrans, en l'espace de 2-3 décennies, ils se sont imposés dans nos vies, ils se sont imposés dans nos cerveaux, et ils ont été conçus directement pour faire du profit. Les premiers livres n'étaient pas écrits pour faire du profit, c'était une diffusion de savoir, de connaissances, c'était une diffusion de la religion, la Bible, le premier ouvrage imprimé en Occident. Là, directement, ça a été aux mains de sociétés dont le but, on ne peut pas leur reprocher, c'est de gagner de l'argent. Et la situation est assez grave, je suis désolé de devoir le dire, mais quand je vois que beaucoup d'humains, au lieu de s'occuper de leurs semblables, mettent le nez dans leurs écrans dès qu'ils sont à l'arrêt, dès qu'ils ne sont pas en train d'agir, de travailler, de faire des choses, ils se mettent dans leur écran, que ce soit à l'arrêt de bus, dans le train, en groupe, quand on est au restaurant, au bar. Et ça, c'est beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit. Ça crée des difficultés, ça nous coupe du monde, ça nous coupe des autres, ça nous coupe du monde qui nous entoure. Et en plus, avec le phénomène des réseaux sociaux qui poussent les gens à ne consommer que des liens avec des personnes virtuelles du même avis qu'eux, c'est-à-dire on perd l'habitude de la discussion, de la conversation, de l'échange, même l'échange contradictoire. Donc on n'a plus comme recours que l'indifférence ou la violence. Quand on rencontre des humains qui ne sont pas d'accord avec nous, comme on n'a plus cet entraînement, des frottements, de la conversation au quotidien, au réel, on fuit ça puisqu'on est dans nos écrans, eh bien quand on se trouve confronté à un humain qui n'est pas d'accord avec nous, on l'ignore ou on l'agresse. Et donc, tout ça est préoccupant. Et donc, quels sont vos conseils ? Moins d'écran, plus de liens, moins de temps d'écran. Alors, pour les enfants, il y a une règle qui me semble simple. Enfin, on connaît tous la règle, les 3, 6, 9, 12. Voilà, pas d'écran, avant, quel qu'il soit, avant 3 ans, etc., etc. Et il y a aussi chez les enfants, le temps d'écran ne devrait jamais dépasser le temps passé dans la nature ou en plein air. Et là, malheureusement, on en est loin. Après, c'est toujours pareil, c'est quand même aux adultes à donner l'exemple. Donc, si j'ai des enfants, si je suis un accro de l'écran, je vais faire des enfants accros de l'écran et j'en serai responsable. Il ne faudra pas que je me plaigne après. Et là, la méditation nous aide à ça. C'est quand j'arrive quelque part, ne pas me jeter sur mon écran, mais prendre le temps d'abord de me poser, de regarder autour de moi, de respirer, de me connecter déjà à moi-même, de me connecter aux autres humains, de regarder passer les gens. Voilà, j'arrive à une terrasse de café un peu en avance parce que j'ai rendez-vous avec quelqu'un, pas tout de suite sur l'écran. Je me connecte à moi, je regarde passer les gens, je regarde le lieu, je me décontracte un peu. Mettre des pare-feux à ce réflexe de sans arrêt coller mon nez sur les écrans. C'est des efforts immenses. Merci beaucoup Christophe. J'en viens à la question rituelle du podcast Les Engagés. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Là, récemment, j'étais ce week-end pour l'anniversaire d'une grande association de patients avec un collègue et ami qui s'appelle André Baruchel, qui est un professeur à l'hôpital Robert Debré dans un service d'hématologie. Il s'occupe des cancers du sang des enfants, qui est un type fantastique. Voilà, des gens comme lui, ça fait du bien de les écouter raconter un peu comment ils soignent les enfants. Merci beaucoup Christophe André pour cet entretien, vos conseils, votre vision de la société et de nos semblables. Je rappelle que vous êtes psychiatre et que vous avez publié tout récemment un livre qui s'appelle « S'estimer et s'oublier » chez Odile Jacob. Et merci d'être venu au micro des Engagés, Christophe. Merci à vous.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Les Engagés sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. À bientôt.